Vos centres d'intérêt, vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université Paris 4, vos centres d'intérêt sont très larges, vous êtes intéressé à l'histoire de la philosophie, de manière assez générale. Et depuis quelque temps, vous vous intéressez plus particulièrement au post-humanisme, à la question du post-humanisme, qui est une question qui se pose particulièrement, et pas seulement en des termes triviaux, avec le développement des technosciences. Vous pouvez nous préciser un peu de quoi il s'agit ? Oui, cet investissement dans les utopies post-humaines tient à un cheminement qui, au sein de la philosophie, m'a conduit à un moment donné à m'intéresser aux sciences cognitives et à le faire d'un point de vue critique. Je me suis avisé que ces sciences de la cognition, donc qui cherchent à répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'être intelligent, à quoi reconnaît-on l'intelligence, et qui s'intéressent au support de l'intelligence, l'organisme pour les vivants, la machine pour les technologues, eh bien, cet intérêt pour les sciences cognitives m'a conduit à considérer que on y reprenait à bon compte les questions traditionnelles de la métaphysique, mais en le faisant avec l'apport des technologies. Je prends la question des rapports de l'âme et du corps, qui est une question canonique en philosophie, eh bien, c'est une question que les sciences cognitives reprennent à leur compte, en élaborant des modèles destinés à expliquer ce que c'est que l'âme, enfin, ou ce qu'on appelait l'âme, etc. Ou d'autres questions. Alors j'ai eu une approche de ces sciences cognitives, une approche anti-réductionniste, en disant non, ces sciences ne peuvent pas penser ce qu'elles disent penser. Elles ne peuvent pas éliminer, par exemple, l'âme en la réduisant au simple fonctionnement de logiciels. Tout cela m'a conduit progressivement à m'intéresser aux technologies et à l'imaginaire que les technologies secrètent dans nos esprits. Je considère que longtemps la tradition philosophique a fait complètement l'impasse sur la technique, en considérant que c'était une affaire d'esclaves, donc une affaire d'être encore englué dans la nature, une affaire d'hommes sans esprit, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. On ne peut plus faire, avec autant de désinvolture, l'impasse sur les techniques. Les techniques, elles sont là, elles sont notre quotidien, et elles ont vraisemblablement inventé ce que nous sommes. Nous pensons avec les techniques. Ça n'est pas nouveau, mais c'est devenu aujourd'hui complètement criant. Et donc je me retrouve à être parmi mes collègues philosophes, quelqu'un qui prend au sérieux les effets d'annonce ou les prophéties que développent certains technologues, qu'on appelle des technoprophètes, et qui annoncent qu'avec le développement des technologies contemporaines, eh bien, on va réaliser l'homme, on va le réaliser au sens où on va finalement le soulager de tous les éléments qui le rendaient inachevé. Et donc, voilà, je me retrouve à côtoyer, à dialoguer avec des technoprophètes, des post-humanistes qui me disent que les biotechnologies vont nous éviter d'avoir à naître puisqu'elles permettront de fabriquer le vivant, avec des neurobiologistes qui me disent que la souffrance c'est terminé, on va en finir, avec des nano-médecins qui me disent que la vieillesse on en vient à bout, et puis avec des technoprophètes, pour le coup, complètement intempestifs, qui me disent que la mort, c'est une affaire de temps. On va en venir à bout, puisqu'on parviendra à télécharger le contenu de notre cerveau sur des puces de silicium qu'on pourra implémenter sur des supports inaltérables.